sobre una investigación realizada o una síntesis de la investigación realizada que he titulado Escribir un proyecto de tesis, un proyecto de memoria, desafíos que trascienden al escribir, que trascienden al aprendizaje de la escritura. Ok, donc elle va nous présenter donc, les résultats d'une recherche qui a été réalisée sur le projet d'écriture d'un mémoire. Hein, c'est les défis qui vont au-delà de l'écriture, en fait. Adelante, Paula. Bueno, en esta presentación voy a intentar abordar las siguientes preguntas. Preguntas que pueden hacerse tanto los docentes de la maestría, los docentes que enseñan en un posgrado, como preguntas que pueden hacerse los propios estudiantes de maestría. La primera pregunta, sí, Aurore. Sí, traducción Aurorita, ¿no? Sí. Donc là, elle va nous présenter une série de questions, en fait, auxquelles on va preguntas que intento responder, donc des questions auxquelles on essaye de répondre. Et elle dit que ces questions-là, en fait, c'est des questions que peuvent se poser aussi bien les enseignants que les étudiants. Donc, on va voir les différentes questions. La primera pregunta es, ¿por qué resulta tan difícil, tan desafiante? ¿Por qué cuesta escribir un proyecto de tesis o un proyecto de memoria o un proyecto de investigación por primera vez? Donc, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est-il difficile, hein, pourquoi ça représente un tel défi d'écrire donc un projet de recherche pour la première fois. Alors, projet de recherche, projet de mémoire, projet de... Voilà, hein, c'est un vrai défi. Donc, pourquoi ça nous semble aussi difficile? La segunda pregunta es, ¿por qué escribir un proyecto de memoir, un proyecto de tesis, requiere más tiempo, mucho más tiempo que lo que uno podría imaginar tratándose de un texto de 20 carillas? La deuxième question, c'est pourquoi ça demande autant de temps et plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer d'écrire un projet qui finalement représente une vingtaine de pages, mais voilà, on a une représentation du temps et pourquoi finalement ça représente plus de temps que ce qu'on pouvait s'imaginer. Y en términos más generales, trascendiendo lo que es el género textual proyecto de tesis, mi presentación lleva a pensar por qué cuesta aprender a escribir en cualquier nuevo género textual complejo. O sea, más allá del género textual proyecto de memoria o proyecto de tesis de maestría, ¿por qué cuesta aprender a escribir en un nuevo género textual al que uno no está acostumbrado? La question qui englobe un petit peu la présentation d'aujourd'hui, c'est la question de pourquoi pourquoi ça nous demande autant d'apprendre à écrire un nouveau genre textuel, un nouveau genre de texte, un genre de texte qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en production. Et donc voilà, pourquoi ça nous demande autant d'apprendre à écrire ces nouveaux genres. Responder estas preguntas indirectamente nos llevan a pensar en qué dispositivos pedagógicos necesitamos diseñar para incluir a los estudiantes y que no se queden por el camino, en la medida en que escribir, en este caso, un proyecto de tesis, un proyecto de memoria, es tan costoso, es tan difícil, si no se prevén dispositivos pedagógicos que acompañen este proceso de aprendizaje, muchos estudiantes se quedan por el camino. Diseñamos, te refieres a los maestros, me imagino. A los profesores. A los profesores. Ajá, sí. Ok. Donc, elle dit que ce qu'il faut imaginer, ce sont des dispositifs pédagogiques
ces dispositifs-là sont nécessaires en fait pour que les étudiants ne restent pas sur le bord de la route, hein, tout simplement parce que justement on a besoin d'inclure les étudiants dans ce processus d'apprentissage de ce nouveau genre textuel qu'ils ne connaissent pas, parce que sinon ben, voilà, ils vont rester sur le bord de la route et ils ne réussiront pas à atteindre l'objectif de la rédaction du mémoire. Hein. Donc, c'est comment réfléchir, comment penser des dispositifs pédagogiques qui répondent à cet apprentissage de genre textuel, de nouveaux genres textuels. Aurore, si je manque des choses, tu reprends. Oui, hein. oui, sans problème. Et puis, si tu fatigues, je peux prendre le relais merci. aussi. Hein. N'hésite pas. Ok. En esta presentación no me voy a referir al dispositivo pedagógico, pero es una implicancia de lo que voy a tratar este asunto. Oui, hein, l'idée, c'est de ne pas parler du dispositif pédagogique là, ce n'est pas l'objet, mais par contre, on ne peut pas, on peut pas faire l'impasse. La investigación que ahora voy a comentar está publicada en este libro, Writing as a Human Activity. El trabajo que yo autorié es New Cognitive Practices in a Master Thesis Proposal Writing Seminar. Aquí tienen un QR por si le quieren tomar una fotografía, después al final lo voy a volver a poner, porque así de esa manera llegan al artículo completo, ¿sí? O si no, también tienen aquí la URL o la dirección donde se encuentra este artículo. Donc, vous avez un QR code, vous pouvez le flasher et vous aurez accès en fait à un article de recherche sur lequel elle s'appuie. Alors, je ne vais pas vous redire les titres en anglais parce que je suis absolument nulle en anglais, mais en tout cas, voilà, moi j'ai flashé le code, il y a une présentation de l'article qui est en espagnol et ensuite l'article est en anglais. Si jamais vous avez besoin, en tout cas de la première traduction, je pourrais vous la faire même dans un vocal si vous voulez. Voilà, mais en tout cas, vous avez accès soit par le QR code, soit en bas à gauche par l'URL qui est communiquée dans le document. Voilà, c'est l'écriture comme activité humaine. Frédéric, je parle sous ton contrôle. Et l'idée, c'est que c'est un ouvrage qui présente des recherches qui mobilisent et mettent en application le travail de Charles Bazerman. Et donc, l'article est signé de Paola Carlino qui nous fait le plaisir de nous présenter son travail. Bueno, en lo que sigue, estructuré mi presentación con estos puntos. Primero, voy a dar la idea central de lo que quiero hoy compartir. Después voy a hacer una mención a mis fuentes teóricas. Después me voy a referir al taller de escritura o seminario de escritura de proyectos de tesis o de proyectos de memoria de la maestría en formación docente de la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE. Voy a hacer brevemente mención a la metodología de mi investigación en base a la cual obtuve los datos que me permiten concluir lo que hoy estoy sintetizando con ustedes. Y me voy a referir justamente, solamente como mención, a qué nuevas actividades de conocimiento aprenden los estudiantes de máster cuando aprenden a escribir su proyecto de memoria. Je peux prendre si vous voulez. Tant que c'est facile, je peux. Donc, l'idée, voilà, c'est de présenter cette idée centrale hein, de la question de l'écriture. Et donc, Paola va présenter son cadre théorique, puis l'illustrer à partir d'ateliers d'écriture qu'elle conduit autour de projets de mémoire de master en formation d'enseignants, un peu comme les cours qu'on a, nous, en éducation et pratique inclusive. Hein. Il y a des moments où on s'intéresse plus particulièrement à l'écriture du mémoire. Et j'en profite pour dire que l'année dernière, j'ai assisté à un de ces ateliers. Et puis, elle présentera la méthodologie scientifique qui soutient, en lien avec le cadre théorique, ce travail pour se concentrer sur les activités cognitives que les étudiants, qui ne sont pas toujours étudiants, qui sont souvent déjà enseignants, hein, comme dans votre master, les activités cognitives
qui sont apprises et elle va pas faire la liste de tous ces apprentissages-là, mais elle va se centrer sur les activités cognitives nouvelles chez les personnes qui pourtant sont déjà des scripteurs avertis. Bien, vamos con la idea central de mi presentación. Y es importante porque esta es la tesis que quiero argumentar. Voy a afirmar que aprender a escribir en un nuevo género textual, siempre que digo género, me refiero a género de textos, textual, aprender a escribir en un nuevo género textual, especialmente si es desafiante, significa aprender a desempeñarse en un nuevo sistema de actividad propio de ciertas comunidades sociales que realizan esas actividades. Y esto involucra, conlleva aprender nuevas prácticas sociales. Recapitulemos. Aprender a escribir no es solo aprender sobre escritura, es aprender a desempeñarse en nuevas prácticas sociales. Y esto implica desarrollar nuevos objetos de pensamiento, pensar en cosas a las que el que aprende no estaba acostumbrado a pensar. Si quieres, Aurorita, traduce hasta ahora. Perfecto, gracias. Donc en fait, apprendre à écrire dans un nouveau genre, c'est finalement se déshabituer de quelque chose. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un système d'activité qu'on ne connaît pas, quelque part, hein, qu'on va découvrir, et ça implique qu'on va rentrer dans des nouvelles pratiques sociales. Ça veut dire qu'on va rentrer dans un nouveau mécanisme de pensée, et voilà, c'est un peu, alors je fais un peu le parallèle, hein, mais c'est un peu comme quand on apprend une langue étrangère finalement, hein, on va se projeter dans quelque chose qui est différent de ce qu'on connaît, dans une pratique différente, mais dans un rôle, dans une pratique sociale particulière et précise à cette activité-là. Y esto implica aprender un nuevo trabajo intelectual, que no es familiar, por eso implica aprenderlo, trabajo intelectual que el género textual tiene institucionalizado, tiene codificado. El género textual vehiculiza, exige realizar un nuevo trabajo intelectual, y eso es lo más difícil de aprender cuando se aprende a escribir en un nuevo género textual. Aurore, je me lance, mais j'aurais peut-être besoin un peu de soutien. Donc, en fait, ce qu'elle explique, c'est que le fait de se lancer dans ce nouveau travail d'écriture, en fait, de nouveaux genres, c'est un travail intellectuel auquel on n'est pas du tout familiarisé, hein, et que, alors, c'est là que je suis un petit peu... C'est induit, en fait. Voilà, il est induit par le genre auquel on se confronte. Voilà, hein, en fait, voilà, cette écriture-là impose une forme qui oblige à changer de posture et de rapport au monde qu'on est en train de regarder parce qu'on le regarde différemment. Voilà. Donc le genre induit un travail intellectuel nouveau. Bien. Y esto, lo que acabamos de decir, puede ser conceptualizado como configuración sociocultural de la cognición mediada o intermediada por el aprendizaje de un nuevo género textual. Aprender un nuevo género textual configura socioculturalmente la cognition individuelle. Donc, apprendre un nouveau genre textuel configure d'une certaine manière, hein, alors je vais utiliser les mots transparents, mais la cognition socioculturelle, mais notre manière de penser en fait. Hein, voilà, c'est vraiment, on est transformé en fait.
On peut faire le lien avec le cours que vous avez eu sur la médiation. Et ici, le genre qui est nouveau, donc le genre de texte attendu, fait médiation et accompagne ce nouvel angle d'approche et donc cette nouvelle posture socioculturelle. Voy a decirlo en términos, nuevamente, quizás reitero, pero me parece importante. Está bien. Aprender a escribir en un nuevo género, especialmente si se trata de un género textual complejo, no significa únicamente aprender sobre la escritura. Implica adquirir nuevas formas de pensamiento. Voilà, on n'est pas seulement en train d'apprendre à écrire parce qu'on écrit un nouveau genre, mais ça n'est pas qu'un apprentissage de l'écriture, mais c'est bien l'apprentissage ou l'acquisition qui est visée d'un nouveau mode de pensée. Bueno, mis fuentes teóricas básicamente son el movimiento o la corriente que se llama en inglés Rhetorical Genre Studies, estudios retóricos sobre los géneros textuales. Los exponentes son Caroline Miller, Charles Basderman, David Russell y otros. Estos autores toman, para que podamos quizás ampliar el marco teórico, aportes de la teoría sociohistórica de la actividad basada en Vygotsky. Donc ici, le cadre théorique, c'est celui des Gender Studies, représenté par 3 universitaires, parmi d'autres, hein, Caroline Miller, Charles Basderman et David Russell. Et en fait, tout cela prend appui sur la théorie de Vygotsky, la théorie historico-culturelle de l'activité. Estos autores son algunos de los que publican en el libro que les comenté hace un rato y que puede descargarse completo porque está online. Allez-y. Le livre dont elle nous a parlé tout à l'heure, en fait, dans lequel elle a publié, il me semble, son article, ces auteurs-là publient aussi dans ce livre-là et le livre est téléchargeable gratuitement. Oui, intégralement. Bien. De estos autores, especialmente, vale la pena detenernos en su idea, en su concepción de qué es un género textual. Porque la idea que estos autores tienen difiere de la noción del sentido común o de no solo del sentido común, sino de otras corrientes de pensamiento de qué es o cómo se define un género textual. L'idée est de savoir comment on définit, qu'est-ce qu'on entend par genre textuel. A priori, chacun, enfin le sens commun peut en avoir une idée, mais ici, c'est un sens qui est différent du sens courant et c'est un sens conceptuel qui appartient à un courant de pensée et que Paola va nous présenter. Fíjense que la definición que da Caroline Miller no se centra en los rasgos formales, en las formas de una clase de texto, sino, como ella dice, en la acción que el texto ayuda a realizar. La définition que Miller donne par rapport à ça, c'est que, en fait, cette définition, elle se centre pas, en fait, sur les traits formels d'un type de texte, hein, mais plutôt sur l'action que ce texte permet de mener à bien. Para Caroline Miller, los géneros son acciones retóricas típicas basadas en situaciones recurrentes. Donc, les genres textuels, ce sont des actions rhétoriques typiques qui sont basées sur des situations récurrentes, on dirait. Frecuentes, que se répètent. Oui, on essaye de trouver l'équivalent en français ordinaire. Non. Reiteradas. Ouais, répéter. Voilà, répéter. Merci. C'est ça, répéter. Merci à vous. À toi.
Charles Weiserman muestra, y esa idea es la que yo tomo, que los géneros textuales proveen espacios comunicativos que sirven de andamios, mediante los cuales aprendemos prácticas cognitivas de dominios especializados o de comunidades especializadas. Andamios no lo tengo, no sé qué es. Soportes. Soporte, ok. Canales. Donc, canales. Les genres textuels, en fait, d'après Weiserman, ils procurent en fait des espaces de communication différenciés qui servent donc de support à partir desquels on va apprendre des pratiques cognitives dans certains domaines, dans des domaines de spécialité en fait. Y Weiserman también dice que quien escribe, según las expectativas que los géneros establecen, se ve configurado, se ve moldeado por los roles y las relaciones que se establecen en las prácticas socioculturales que esos géneros codifican. Ça, c'est plus complexe. L'idée, c'est que celui qui écrit en référence à ce qui est attendu dans tel ou tel genre, ce qui est impliqué par le genre à produire, eh bien, il voit que se produisent des déplacements du point de vue de son rôle, de sa relation qui se sont établis dans un domaine spécifique. En fait, l'idée, c'est que dans un champ d'activité spécialisée, se construisent des discours et ces discours prennent la forme de genre. ¿Es eso, Paola? Sí. Bien. Bueno, hasta ahora lo que dijimos entonces es que aprender a escribir en un nuevo género complejo conlleva aprender a llevar a cabo, a realizar nuevas actividades cognitivas. Y esto va más allá, y esto excede lo que sería adquirir conocimiento sobre los rasgos formales de la escritura. Por eso significa el aprendizaje de un nuevo género complejo como el proyecto de tesis un enorme desafío y requiere una gran dedicación. Donc, apprendre En fait, le nouveau genre de texte implique nécessairement qu'on va apprendre à réaliser des nouvelles activités cognitives. Et ça va engendrer plus qu'un apprentissage de la forme de l'écriture, en fait. C'est vraiment un défi et vraiment, ça implique la personne qui va rentrer dans l'activité d'écriture par tout ce qu'on a vu précédemment, en fait. L'action aussi de rentrer dans un rôle social, ce n'est pas que la forme de l'écriture ou la forme du texte qui va compter, mais bien plus que ça. Bien. Voy a centrarme ahora en los datos que yo recogí, que tienen que ver con el aprendizaje de un proyecto de tesis de maestría, que es un proyecto de investigación finalmente, y que se refiere a la maestría en formación docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Si quieres, traduce. Así. Pardon. Elle va nous présenter donc des résultats, enfin des éléments, pardon, qui viennent du master de l'Université Pédagogique Nationale. Voilà, c'est là qu'elle a récupéré ces données. Los estudiantes que cursan esta maestría, y por lo tanto son estudiantes de posgrado, pero que a su vez ellos son profesores, son docentes en ejercicio y que tienen gran experiencia en enseñanza, pero escasa o ninguna experiencia en investigación.
Donc, les étudiants auprès desquels elle a récupéré ces données, en fait, c'est des étudiants qui ont déjà une expérience de terrain, hein, ils sont déjà une expérience d'enseignement. Par contre, ils ont une expérience très mince en recherche. Voilà, hein, très rare, très mince, un peu comme nous, en fait. C'est ça, exactement. C'est les mêmes que nous. Es el Son los mismo. mismos que nosotros. Sí, exactamente. Bueno, la maestría requiere que realicen un trabajo final llamado tesis de maestría, para la cual primero tienen que escribir un proyecto de investigación. Donc, en la UNIPE se ofrece un seminario o taller de escritura de proyecto de tesis que dura 3 semestres, 18 meses, para acompañar el aprendizaje de la elaboración de un proyecto de investigación. Donc, les étudiants qui font partie de ce master, en fait, ils doivent rendre un projet de mémoire à la fin de leur master. Et il leur est demandé, hein, avant de rendre ce mémoire, de rédiger un projet de mémoire d'une 20aine de pages. Et pour la rédaction de ce projet de mémoire, de recherche, en fait, projet de recherche, ils appellent ça, on leur propose un séminaire qui peut durer 3 semestres, c'est-à-dire 18 mois. ¿Cuántas horas son entonces el seminario? 60 horas distribuidas en 15 clases mensuales. 15 cours, et en tout, ça fait 60 heures de formation. Voilà. Sous forme d'atelier d'écriture. El texto que tienen que escribir, que es el proyecto de tesis, tiene la estructura que figura en mi recuadro. Una sección planteo de problema, una pregunta de investigación, una sección antecedentes y marco teórico, los objetivos, la metodología, etc. Ouais, donc le projet de mémoire, c'est présenter situer la question, construire la question de recherche, faire la revue de littérature, hein, pour construire le cadre théorique, présenter les objectifs, la méthodologie, voir la faisabilité de la mise en œuvre, et là on aborde la méthodologie, hein, voilà, pour sa faisabilité, aborder des questions éthiques avec la méthodologie, ça paraît important. Relevancia, no entiendo. La significación, ¿para qué puede aportar el estudio? Ah, les retombées? C'est ce que les Québécois appellent les retombées, le sens que ça a pour soi et l'intérêt. Oui. Le chronogramme, hein, donc le programme, voilà, le programme de travail, et bien sûr la bibliographie, les références bibliographiques. Bien. ¿Cuántas páginas debes de tener el trabajo final? 20. 20. 20 es el proyecto de tesis, pero el trabajo final, la tesis, ¿cuántas páginas debe tener? Y, a ver, eso no lo tengo, no sé si hay una referencia alrededor de 100. O un poco menos, un poco menos. Ok. Creo que es menos. Donc, un mémoire, ça peut atteindre 100 pages, hein, et là, c'est 20 pages de projet seulement. Bueno, ¿cómo recogí los datos con los que justamente sostengo mis resultados? Yo analicé, primero transcribí clases que quedaron videograbadas, porque los datos se recogieron durante la pandemia. Transcribí esas clases, analicé las interacciones entre alumnos, entre estudiantes y docente, y hubo muchas interacciones en torno a una actividad que llamamos revisión colectiva de borradores escritos. Vous voulez que j'y aille? Allez-y. Je peux. Alors ici, donc, on va travailler à partir de transcriptions de classes qui ont été enregistrées parce que c'était pendant le confinement.
Et pendant ces séances, eh bien, il y a eu beaucoup d'interactions, et notamment pour retravailler, en phase de révision, pour retravailler sur les brouillons qui avaient déjà été composés. Et c'est un travail de révision qui est collectif. Y en el análisis de los datos, un análisis cualitativo, procuré identificar qué nuevas actividades cognitivas, qué nuevos roles comenzaron a ejercer los estudiantes impulsados por la necesidad de aprender a escribir en este nuevo género textual. Et donc, l'analyse de ces données a permis d'identifier, de définir les nouvelles activités dont on parle, là, ces nouveaux rôles, ces nouvelles activités cognitives qui ont commencé à se construire, à se développer. Ah oui, desempeñar. À se développer chez les étudiants grâce, ou à cause par la médiation, disons, de cette nécessité d'entrer dans un genre textuel nouveau, qu'est le projet de mémoire. Bueno. Y cuidado, tenemos ahora una duración de 30 minutos. Tenemos tiempo, pero hay que... No, solamente voy a dejar listado Perfecto. cuáles son estas actividades cognitivas. No voy a explicar nada más, solamente es esta lista. A ver, en los datos que yo categoricé, los estudiantes empezaron a producir conocimiento y no solo a reproducir conocimiento ajeno, como solían hacer en su habitual rol docente. En cambio, en el rol de tener que escribir un proyecto de tesis, se vieron en la necesidad de empezar a producir conocimiento. Avec l'objectif de rédiger un projet de recherche, en fait, les étudiants, ils ont été obligés de un peu transformer leur habitude, c'est-à-dire ils n'étaient plus dans le reproduire une connaissance qui venait de quelqu'un d'autre, mais par contre, ils prenaient le rôle, eux, de produire de la connaissance. Ça, c'est une nouvelle activité cognitive, c'est une nouvelle compétence qui a été développée par l'activité de la rédaction d'un projet de recherche. Ça rappelle un peu le concept d'éthos qu'on a travaillé à propos de la trace. Esta nueva actividad, sigo en el punto 1, implica ejercer un nuevo rol, que es el rol de autor. Donc là, du coup, ça place vraiment l'étudiant dans un rôle d'auteur. La segunda nueva actividad cognitiva es que los estudiantes empezaron a pensar problemas epistémicos, es decir, cuestiones que se necesitan entender, explicar. En cambio, en su rol docente, ellos suelen abordar problemas fácticos que tienen que resolver fácticamente. Por lo tanto, pensar en problemas que se necesitan explicar es una nueva actividad cognitiva que los pone en un rol diferente al que estaban acostumbrados. Les étudiants qui étaient présents là dans ce master, en fait, ils ont l'habitude, dans leur pratique professionnelle, de présenter des problèmes un peu, alors factices, inventés. Je sais pas. Ah non, c'est factices. ¿Virtual? Es como inventados, ¿no? O como no, no, ¿cómo es? Prácticos, problemas prácticos. Ah, des problèmes pratiques, pardon. Oui, des problèmes pratiques avec leurs élèves, leurs étudiants en classe. Et là, en fait, dans le projet de recherche, ils vont être amenés à penser des problèmes qui vont devoir être expliqués. Donc, c'est vraiment une nouvelle démarche, en fait. Je relis la suite, mais je pense qu'on est bon. Rapprocher de secondarisation, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu, La tercera nueva actividad cognitiva que empiezan a ejercer, o sea, es un nuevo objeto de pensamiento, que es pensar cuál es la relevancia, la significación disciplinar, el aporte disciplinar que se puede hacer
con lo que ellos quieren o tienen que recortar como tema de investigación. Inicialmente, ellos lo que empiezan a hacer es pensar solo lo que les interesa investigar a ellos, pero para que desarrollar un proyecto de investigación relevante, que sea un aporte, hay que justamente saber o aprender qué es lo que se discute o se debate en un campo de estudios, y esto es un nuevo objeto de pensamiento. Oui, l'idée c'est qu'ils apprennent aussi, le troisième point, c'est apprendre à percevoir l'intérêt disciplinaire ou didactique, du coup théorique si vous voulez, d'un thème de recherche qui n'est plus du coup une question personnelle. Souvent on part d'une question première et puis on la transforme en question de recherche. Donc voilà, c'est cette transformation-là qui est en jeu. La cuarta nueva actividad cognitiva es muy importante en la formación de estos estudiantes, que es pensar, me faltó una R, pensar la relación entre preguntas de investigación y método. Me refiero a que no cualquier pregunta de investigación puede responderse con cualquier metodología. Hay que hacer un ajuste entre qué preguntas puede responder mi investigación y qué método necesito llevar a cabo para responder esas preguntas. Esta relación es un objeto de pensamiento absolutamente novedoso para estos estudiantes que no han realizado investigación préviamente. Donc, ces étudiants qui n'ont pas été dans des pratiques de recherche avant, en fait, ils vont aussi devoir penser la relation entre les questions de recherche et la méthodologie qu'ils vont choisir et pour répondre à ces questions-là. Et cette relation-là, c'est quelque chose qui est, ils doivent aller chercher la pertinence en fait de la relation entre la question qu'ils posent et la méthodologie. C'est ce qu'on nous demande aussi à nous de faire dans le travail de mémoire, hein, voilà, dans notre projet. Y por último, estos estudiantes, en virtud del tipo de tesis que se les pide, del tipo de investigación que esta maestría requiere, tuvieron que enfocar como objeto de su investigación el trabajo profesional de un docente. Inicialmente, sus proyectos de tesis todos enfocaban los problemas, las dificultades, las incompetencias de los alumnos. Hubo que hacer todo un trabajo con estos maestrandos para que su investigación pudiera preguntarse por algo relativo a lo que hace un docente y no a lo que hacen los alumnos. Donc, elle explique qu'il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on réfléchissait beaucoup, enfin, les étudiants réfléchissaient beaucoup aux problèmes des élèves et que là, en fait, maintenant, on leur demande dans leur travail de recherche de focaliser vraiment sur le travail de l'enseignant, hein, sur l'activité enseignante et pas sur les difficultés ou les problèmes des élèves. Voilà. Bien, todo esto es lo que hace sumamente difícil y largo el proceso de aprendizaje. Aquí termino y quedo a disposición por si quieren dialogar sobre esto. Elle dit que c'est effectivement tous ces points-là qui font que ça rend complexe, difficile et long l'apprentissage de ce genre textuel et la mise en route de la rédaction, en fait. Voilà. Formidable. De compartir. Merci beaucoup et bravo pour cette présentation et pour la traduction. Si vous avez des questions, merci. Si vous avez des questions, voilà, elle peut répondre à vos interrogations. Gracias, ambas, Aurore, por la traducción. Ambas, Aurore. De nada, a su servicio. Y si alguna persona quiere
preguntar, Paola? ¿Puede? Si no, Claro, yo tengo claro. una pregunta. Muy bien. Yo puedo empezar si quieren, ¿sí? Sí, sí. Entonces, tengo una pregunta o una cuestión cuando Sí, sí. está teórica. Y una cuestión que es, ¿qué piensas em, de este género textual que llamamos tesis? Que penses-tu de ce genre textuel qu'on appelle mémoire y de sus relaciones formales con el artículo científico? Esta cuestión está la cuestión de dos géneros que es de una práctica profesional científica y el otro género corresponde a una actividad de aprendizaje universitario, pero aprendizaje. ¿Y qué piensas? Bueno. Ma question, c'est voilà, il y a deux genres, il y a le genre mémoire et il est beaucoup inspiré de l'article scientifique, hein, c'est le même plan. Or, il y en a un qui relève d'un genre professionnel et l'autre qui est un genre de texte qui ne correspond pas à une activité professionnelle, même si ce sont des professionnels qui se forment, mais bien une activité d'apprentissage. Donc, ça m'intéresse de savoir ce que Paola pense de cette proximité-là entre les deux genres. Bueno, a ver, acá tengo que decir dos cuestiones distintas. Por un lado, efectivamente, una tesis en realidad es un género de aprendizaje que tiene pocos lectores, porque quienes leen las tesis son el director de tesis, el jurado de tesis y algún eventual investigador que en el futuro quiere investigar sobre algún tema parecido y accede a esa tesis. Por lo tanto, los lectores de la tesis no deben llegar a 10. Sí. A diferencia de los lectores de los artículos de investigación que tienen un campo más amplio. Por otro lado, sí. o sea, que son muchos más. Sí. Por otro lado, hay una diferencia en los roles o en la relación entre lector y autor respecto de la tesis o de la memoria y respecto del artículo. En los artículos de investigación, el autor y el lector son pares. Ambos son investigadores. Sí. Hay una relación simétrica. En cambio, en la tesis, el autor y el lector tienen una relación asimétrica. Sí. Porque no ocupan institucionalmente los mismos roles. Los lectores, salvo esos futuros investigadores que eventualmente pueden llegar a leer una tesis, el director y el jurado de tesis leen para evaluar y no tanto para enterarse en qué consiste la investigación, porque, bueno, teniendo en cuenta... Un momentito para traducir, sí, por favor, porque la memoria, ¿no? J'y vais? Sí. Allez, si vous voulez. Allez. En fait, elle explique donc que dans ces deux genres de textes, il y a plusieurs différences. La première, c'est... alors, ça y est, je suis perdue. J'ai la deuxième. La première, c'était... los lectores, el número de lectores que tienen. Ah oui, le nombre de lecteurs, en fait. Donc, quand on va écrire un article scientifique, quand on va écrire un article scientifique, on va écrire pour plein de monde, alors que quand on va écrire un mémoire, en général, ça dépasse jamais le nombre de 10 lecteurs, parce que vous allez avoir votre directeur de mémoire, le jury, alors 1 ou 2 membres, allez, et puis peut-être quelqu'un qui est intéressé par la thématique parce qu'il a envie de chercher un petit peu plus loin, vous, votre lecteur, et voilà, on arrive à 10. Donc, il y a déjà le nombre de... les gens qui vont vous lire, le public auquel le document est adressé. Et la deuxième différence, c'est le type de public. Ouais. C'est-à-dire que pour un article scientifique, qui va vous lire?
et ben, c'est vos pairs, chercheurs, doctorants, voilà. Par contre, votre mémoire, et ben, c'est des enseignants. Donc là, on est dans une relation tout à fait asymétrique. Et l'objectif de lecture n'est pas du tout le même, sachant que dans un article scientifique, on va aller chercher de l'information par rapport à un domaine de recherche ou des résultats de recherche, alors que dans un mémoire, l'objectif de la lecture est avant tout de valider ou non, enfin, en général valider, mais voilà, d'évaluer en tout cas un travail de recherche. Donc c'est une lecture d'évaluation. Teniendo en cuenta esto, desde el comienzo, en la maestría en formación docente de la UNIPE, personalmente propusimos que la tesis que tuvieran que entregar no fuera una tesis tradicional. Y lo que propusimos es que la tesis consistiera en un artículo de investigación de alrededor 30, 40 páginas para publicar en una revista educativa, pero como parte de lo que llamamos tesis, más una memoria reflexiva del proceso que atravesaron los maestrandos para lograr la investigación publicada en ese artículo de investigación, más un texto teórico que fundamente su marco teórico. Esto último tiene un fin evaluativo, pero fíjense que el artículo que compone la tesis cumple la doble función de ser un artículo de verdad, un artículo auténtico, reducido en tamaño, como son los artículos de investigación, y a la vez cumplir la función de servirles para acreditar o aprobar la maestría. Ils ont trois types d'exercices différents à mener en fait dans leur travail de validation du master. Il y a un premier travail, le travail de ce qui est demandé, en tout cas, c'est un travail d'écriture d'un article d'une trentaine, quarantaine de pages qui sera publié dans une revue pédagogique. Donc là, on est vraiment sur un type d'écrit particulier d'article scientifique. Il y a un deuxième écrit qui est demandé, qui porte plutôt sur, alors elle a dit la memoria reflexiva, donc la mémoire réflexive, c'est peut-être plutôt, je dirais, un journal de bord, un espèce d'analyse de pratique sur justement cet apprentissage à ce nouveau genre textuel et au travail de recherche. Et le dernier écrit qui est demandé, c'est la justification du texte théorique, en fait, enfin, de cette partie théorique du travail de recherche qui a été mené par l'étudiant. Et tout ça fait partie du travail évalué, en fait. Très bien. No sé si respondí a tu pregunta, Aurore. Sí. Porque esos tres cosas no je ne les connaissais pas. No les No los conocí. Gracias. Es solamente en la UNIPE la tesis consiste en eso. Sí. Oui, c'est unique, c'est pas uniquement dans leur université, hein. C'est pas la llamamos tesis, pero no corresponde al género tesis habitual. Sí, muy interesante. Pero entonces yo también tengo una pregunta. Si una parte de la tesis es redactar un artículo científico, utilizan para aprender justamente esa práctica del nuevo género un corpus, me imagino, ¿no? Porque tienen acceso a este tipo de escritura, ¿no? A artículos científicos para impregnarse un poco del género, ¿no? Bueno, tu pregunta si Petite traduction de la question.
Oui, je demandais donc à Paola si du coup, étant donné que dans ce dessin un peu de mémoire, il y avait une partie qui correspond à un article scientifique, est-ce que du coup, dans l'apprentissage de ce genre de texte, on pouvait utiliser un corpus, puisque de toute façon, les étudiants finalement vont lire aussi des articles scientifiques et que du coup, en se basant sur ces mêmes articles scientifiques, ils vont pouvoir aussi apprendre et Sí. s'imprégner, on dit en français, ¿Mm? de ce genre de texte. Sí, y por favor, una respuesta muy cortita, porque estamos en el tiempo de la pausa. Y Angélica tiene una Y pregunta. me imagino que Angélica, sí, quiere preguntar también. Y si me permiten, podríamos quedar las preguntas, escribir las preguntas y tratarlas más tarde, si es posible, porque hay dos ponencias más. Entonces, rápidamente una respuesta muy cortita y después la cuestión que vamos a escribir de Angélica. Muy bien. Bueno, tú Lo siento. ahorita preguntas si trabajamos con modelos, con análisis de textos similares que ya fueron publicados. Sí, tanto en el taller de escritura de proyecto de tesis, una de las actividades que hacemos a lo largo del taller es ir a analizar cómo otros que ya pasaron por los mismos desafíos de escritura resolvieron la escritura en ese mismo género. Esa es una actividad, no es, y lo mismo cuando tienen que escribir el artículo de investigación, la UNIPE hasta el momento ha visto que es necesario ofrecer un espacio curricular en donde se hace un trabajo similar. Se analizan textos similares que fueron publicados para tomarlos como referencia. Muy bien. Gracias. Donc la Y tu réponse était oui. Ah oui, la réponse est oui. Oui, il y a des modèles et de manière bien accompagnée en séminaire La et en formation, atelier. ouais. Voilà. Angélica, ¿cuál es la cuestión, por favor? Estás muteada. Con el micrófono abierto, por favor. Hola, buenos días. Primero, saludarlas, agradecerles la traducción, saludar a Paula, encantada de escucharla. La he escuchado muchas veces y siempre me encanta y me llevo nuevas cosas. En la unidad 095, donde yo trabajo de la UPN, O despacio, por también favor. trabajamos fuertemente. ¿Continúo? Sí, sí. También trabajamos la escritura académica desde hace más de una década y bueno, entre las cosas que siempre revisamos con nuestros estudiantes, por supuesto, es el trabajo de Paula Carlino. Y nosotros hacemos tesis autobiográficas en la maestría, trabajamos tesis autobiográficas. Y una parte importante de esa tesis autobiográfica es el trayecto formativo de los estudiantes. Entonces ellos platican toda su historia del trayecto de la lectura, escritura, oralidad, que llamamos Leo, desde chiquititos hasta, son maestros de educación básica, hasta su trabajo en el aula, y en la segunda parte escriben cómo llevaron a cabo planteamientos en el aula nuevos, innovadores de lectura, escritura y oralidad, perfectamente embonadas con la literatura infantil. Pero hay otro pequeño apartadito con el que cierran y que me parece que ese es algo parecido de lo que menciona Paula, que es cómo escribieron la tesis. Sí, por favor, la traducción, porque por los que no entienden. Alors, ce que Angélica nous explique là, c'est la manière dont eux travaillent en fait par rapport à leur exercice de mémoire. Donc en fait, c'est plus un mémoire autobiographique sur leur vie dans la lecture, l'écriture et l'oralité. Donc ils vont parler de leur expérience à eux depuis la plus jeune enfance jusqu'à leur expérience d'étudiant. Et ensuite, ils vont mettre en perspective tout ça dans leur travail, dans leur activité professionnelle à travers la littérature jeunesse.
Et donc, en fait, il va y avoir aussi un morceau de travail réflexif sur leur pratique. Oui. Ça fait penser aux biographies langagières qu'on pratique en didactique des langues. Muchas gracias y vamos porque el tiempo está precioso y yo propongo una pequeñita pausa porque tenemos que asegurar la presentación de las imágenes por Susi Yarle Inés Rosa y Rodríguez, que se va a hacer una ponencia con sus colegas Marta Cecilia Lozano y también Reina Constanza Méndez Cucaita. Tomamos que Muchas gracias, Paula. ¿Cómo? ¿Unos 5 minutos ahora? ¿De pausa? Sí, empezamos de nuevo a las 50. Ok, está bien. Donc, on prend 5 minutes de pause et on reprend à 14h50 pour respecter le temps, en fait, par rapport aux autres intervenants. Donc, comme on est un tout petit peu en retard, on prend que 5 minutes. Voilà. Voilà. Mais par contre, on fera une nouvelle pause entre les deux prochaines. Oui. Voy a intentar responderle a Angélica por escrito. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias, Lo Paula, siento. por todo. Gracias por la paciencia de la traducción. Si nos tenemos que desconectar, ¿tenemos que salir? No, es necesario. No, Se pueden quedar conectados. Pero entonces le puedo responder oralmente o no? Claro. Y de hecho es mejor durante la pausa porque así vamos Muy grabando. Bien, le respondo a Angélica Sí, y seguimos dialogando genial. hasta que ustedes vengan. Gracias. Bueno, no, solamente gracias, Angélica. Me gustaría después quizás conocer bien si tienes algo de lo que estás comentando escrito como para poder profundizar, pero solamente quiero comentar algo que me parece importante. En muchas instancias de formación de docentes se suelen pedir textos reflexivos. Eso es bastante habitual y es interesante. Esos textos reflexivos suelen ser de naturaleza narrativa y en la que se narran o se describen y se narran situaciones y después se las analiza. Estos textos nos parece que tienen un gran valor. Sin embargo, en la maestría en formación docente de la UNIPE, que es un estudio de posgrado, pensamos que hay otro tipo de escritos que no son reflexivos, que son argumentativos, como el artículo de investigación. Y nos parece que ninguno reemplaza al otro. Tener que ponerse en situación de producir una investigación y de argumentarla por escrito, como se hace en un artículo de investigación para publicar en una revista de educación, nos parece que requiere, impulsa, exige, como yo traté de mostrarlo en mi presentación, el desarrollo de ciertas labores cognitivas, de cierto trabajo intelectual, distinto que un texto de reflexión autobiográfico. Y nos parece que poner a los estudiantes que son docentes en ejercicio a realizar diríamos, una pequeña investigación, como se pide en esta maestría, de la que tienen que dar cuenta por escrito en un artículo de investigación para una revista, es formativo porque los ubica en el rol de productores de conocimiento. En esta maestría se intenta diferenciarse o se intenta combatir la idea del docente como aplicador o ejecutor de conocimiento pedagógico producido en otro ámbito, producido por otros. Se intenta que los estudiantes... Estás muteada, Angélica. Decir el conocimiento, transformar el conocimiento de
de Escardamalia y Berteret, ¿no? Por ahí. Incluso más, porque fíjate que Escardamalia y Bereiter plantean que transformar el conocimiento es una labor de todo buen escritor, aunque no sea investigador, aunque no se constituya como productor de conocimiento original para una comunidad de investigación. Nosotros valoramos y trabajamos con este texto de Bereiter y Escardamalia, como tú mencionas, pero queremos que los docentes en formación, que son en realidad ya son docentes en ejercicio que están haciendo una maestría, queremos que realicen una pequeña investigación, que se enfrenten a los desafíos de lo que significa recortar un problema de investigación, tener que justificarlo, tener que pensar una metodología, tener que, ¿sí? Entonces, por eso tratamos de que en la memoria final haya un artículo de investigación, además de un artículo reflexivo sobre la experiencia de producir esa investigación. Y se llevan no solamente el poderse titular, sino el aprendizaje y la experiencia de haber publicado. Totalmente. De haberse ubicado en otro que rol. esta parte ya es un bono extra. Esta maestría es una maestría en investigación. Nosotros estamos en una maestría en intervención educativa. Entonces, el objetivo es mejorar la práctica docente, no desarrollar habilidades de investigación. Bueno, me ha encantado platicar contigo. Te agradezco tu generosidad. Muchas gracias. Y si gustas, te mando la liga del libro que produjimos.